paramètres qui vont influencer le comportement hydrodynamique du capitaine, développer un modèle nominal qui permet de prédire ces lois, l'effort de vitesse, pour passer un petit peu, pour éviter un petit peu, faire un petit peu cet atonement, donc qui est un petit peu, beaucoup plus basé sur le savoir-faire, essayer de prédire, donc si on a bien donc, les modèles de calcul, on peut prédire l'étude de l'influence de tous ces paramètres géométriques pour déterminer leur comportement bien déterminé. Il y a aussi un problème de résistance des diaphragmes. Les diaphragmes que j'ai montré, donc, on a constaté que dans certains cas, ils sont le siège d'une rupture par déformation excessive. Et puis, si possible, donc valider tout ça par procédure expérimentale. Donc c'est toujours une étude qui n'est pas encore bouclée. Pourquoi elle n'est pas encore bouclée? Parce qu'on a constaté en fait que si on veut traiter réellement le problème avec toutes ces dimensions, nous sommes en présence de véritables problèmes de couplage fluide-structure. Séparer les deux problèmes, vous ne pouvez pas compter le résultat stable. Pourquoi c'est un problème de couplage fluide-structure, donc un véritable problème de recherche qu'il faut développer. Pour résumer très rapidement, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait l'ouverture des membranes. Donc, si on parle d'une géométrie de membrane ouverte, on obtient un écoulement de Poiseuille qui est déterminé, donc qui peut être résolu. On obtient des champs de vitesse, des champs de pression. Donc, avec les champs de vitesse, on peut remonter à la vitesse du piston, mais surtout, on obtient un champ de pression qui s'applique sur les membranes elles-mêmes. Et les membranes donc, vont réagir comme une structure mécanique. En fonction de leur dimension, de leur rigidité, ils vont se déformer, changer encore leur position en fonction de cette pression. Donc si la membrane change de géométrie, l'orifice change, l'écoulement change, les vitesses vont changer, le champ de pression va changer également, les nouvelles pressions vont s'appliquer sur la membrane, qui va se déformer autrement par rapport à ses résistances mécaniques. Et voilà le problème donc, peut être traité comme ça, en couplage itératif, couplage possible. Donc on est parti d'un problème industriel pour aboutir sur des problèmes de recherche. Si on veut l'aborder en première approche, découplant le problème fluide seul, on impose une géométrie malade, comme le problème par exemple fluide. Résumé rapidement le piston, ici comme là, on va un petit peu extraire la partie fluide de l'autre. L'orifice, si le piston remonte, donc c'est un écoulement vers le bas, à travers l'orifice, une pression posée, donc on obtient un champ de vitesse, un champ de pression sur la membrane. Et là, on a fixé la position de la membrane en position d'ouverture maximale, par exemple. Donc, si vous voulez, pour la charge maximum, on a une idée sur la pression fabriquée, donc on obtient un champ de vitesse, on essaie de remonter avec les débits, donc à la vitesse du piston. Mais, ce n'est pas tout à fait réaliste. Là, si on a fait aussi la simulation avec le diaphragme fermé, on voit donc il y a l'orifice, le passage par le diaphragme, c'est écoulement, donc sous l'effet de force. Ici, le diaphragme est entièrement fermé, donc il y a des écoulements dans les jeux permanents, pour des pressions plus faibles. Alors, voilà donc une première approche, mais qui décide d'être approfondie, la distribution des pressions. Un dispositif expérimental est en train d'être monté pour suivre les paramètres internes. Donc, on va remonter, si vous voulez, par rapport aux lois, donc pression dédiée aux lois force-vitesse du parabole de l'amortisseur. Donc, l'étude suivante concerne donc, a été réalisée avec le DMRE, qui sont des matériels roulants et des essences au ministère de la Défense nationale. Un problème tout à fait différent. Donc, on trouve un moteur diesel, Deutz, type L413, injection directe. C'est des moteurs qui ont la particularité d'être refroidis par air, pour des raisons objectives, qui équipent des engins militaires, qui doivent, pour les cas, donc ne pas être vraiment tributaires de la puissance d'eau. Le refroidissement d'eau, bien sûr, c'est beaucoup plus efficace, mais peut poser certains problèmes. Donc, pour être un peu, disons, beaucoup plus indépendant de l'eau, ces moteurs sont conçus donc, avec des pistons, des cylindres éclatés, avec des effets de refroidissement et refroidis.
s'agit bien évidemment d'un fonctionnement extrême. Les moteurs travaillent dans des conditions de refroidissement extrêmes. Ils sont très, bien sûr, influencés par les conditions climatiques sévères. Si on utilise en plein désert des températures ambiantes très très élevées, on constate souvent beaucoup de problèmes, d'usure excessive, de surchoc, etc. Donc, comment le problème a été posé par la DME, voir un petit peu, comprendre tous les mécanismes d'échange de chaleur, comment ils se produisent à l'intérieur du moteur, pour éventuellement identifier les paramètres qui permettent d'interpréter un certain nombre d'anomalies, si vous voulez, de fonctionnement, des surchauffes, des fissurations, constatées parfois, une usure excessive. Donc, la suite l'étude a montré en fait que le moteur, le piston culasse, travaille dans des cas de changement extrême. Donc, nous avons abordé le problème, si vous voulez, en modèle, simulation, piston, culasse. On aborde le problème thermique d'abord, pour modéliser tout ce qui est échange de gaz, cylindre, gaz. Donc, il s'agit d'un piston qui est refroidi par jet d'huile. Oui, donc des conceptions un peu spécifiques, sachant que le refroidissement par air ne peut pas être suffisant. Donc il y a un refroidissement par jet d'huile, donc il fallait modéliser tous ces échanges, côté gaz, côté huile, côté air, pour un petit peu comprendre donc, les mécanismes des écoulements de chaleur à l'intérieur du moteur, poser le problème thermomécanique et dynamique en même temps, faire une analyse en pratique, parce que là nous sommes bien en présence d'un fonctionnement cyclique, alternance, donc alternance, le problème de fatigue va se poser. Voici un extrait de quelques résultats. Il s'agit donc d'un piston, donc là, on a pu déterminer, si vous voulez, par rapport à la chaleur des gaz, identifier donc les parties chaleur emportées par l'huile, celles qui transitent vers le cylindre et vers l'air de refroidissement. Un passage par le banc d'essai du moteur est nécessaire, notamment pour relever donc, tout ce qui est couple en fonction du régime, et pour se pointer, si vous voulez, sur le régime de charge maximale, qui est le régime du couple maxi. Donc avec la valeur du couple maxi pour le régime en conséquence, qui est aux alentours de 1400 tours minute, on a dégagé un certain nombre de paramètres qui ont permis de poser d'abord le problème thermodynamique, le modèle thermodynamique du cycle, pression-volume, de poser en plus donc d'utiliser les relations qui permettent d'identifier les coefficients d'échange dans le moteur côté gaz. Parmi plusieurs simulations, on a retenu la simulation du coefficient d'échange, celle de Vochny, qui est actuellement encore, on a constaté qu'elle est encore utilisée par les constructeurs de véhicules jusqu'à nos jours. Un exemple du modèle géométrique du piston, beaucoup plus compliqué pour les classes. Donc, ces simulations ont été faites, un extrait de résultat, donc on pourrait commencer à déterminer tout ce qui est chargement dynamique du piston, des chargements donc variables en fonction de l'angle du vide blocal. Le moteur, c'est une machine cyclique, donc tout ce qui est chargement va être plus ou moins cyclique. Puis, le résultat du problème thermique, donc l'évolution des champs de température du moteur. Les déformations également, donc intéressant c'est de voir comment évoluent ces déformations du piston par rapport au jeu, piston-cylindre, et finalement un calcul dans lequel on a tenu compte donc, à la fois donc, des chargements thermomécaniques et des chargements dynamiques combinés, pour identifier en premier lieu, si vous voulez, les zones les plus sollicitées, qui possible avec ce qui a été constaté souvent sur ce type de moteur, donc des zones très sollicitées au niveau du palier de l'axe du piston. Donc, cette étude en régime permanent vient d'être complétée par une étude en régime semi-permanent. C'est-à-dire que là, si on pousse le problème un petit peu plus par rapport au piston, sachant que dans la chambre de combustion ici, il y a une alternance assez importante, une variation assez importante des températures et des coefficients d'échange. Donc il y a de l'air admis à basse température, comprimé, donc sa température augmente. Après combustion, sa température basse à environ 2000 degrés. Ensuite, il y a cette chute de température jusqu'à 700 degrés. L'échappement, donc cette alternance de température et de coefficient d'échange, donc on va traduire en posant le problème transitoire en thermomécanique. Transitoire, au bout d'un cycle,
constaté que le phénomène un peu, je ne peux pas dire surprenant, mais c'est un petit peu son cœur qui est un petit peu surprenant. Il y a évidemment cette alternance se traduit par une alternance en surface du piston. Là, on a localisé la zone la plus sollicitée du piston. Donc, il y a une variation importante des températures localement, de 100 degrés à peu près. Donc, cyclique, mais qui s'estompe assez rapidement au bout de 2 mm d'épaisseur. C'est-à-dire le régime permanent, en fait, les températures permanentes, on les obtient à peu près à 1,5-2 mm de profondeur. Tout se stabilise. Mais en surface, nous allons avoir cette fluctuation assez importante de température qui se traduit donc par une fluctuation des contraintes assez importante. Un problème de fatigue thermique localisé en surface. Oui. Je vais essayer de montrer rapidement. Donc là, c'était le problème d'accurace également. Il y a des résultats intéressants, c'est qu'on a pu détecter la zone la plus sollicitée en contrainte de température, c'est près de la soupape d'échappement. Un diagramme de fatigue, donc c'est la zone un petit peu la plus proche de la zone de saturation. Voilà, donc c'est juste pour boucler donc, sur une réflexion par rapport, disons, à toutes ces études industrielles, ce qu'on peut parler de ce qu'on appelle, de ce qu'on peut appeler de la rétro-ingénierie. C'est-à-dire, donc. Je suis désolé d'intervenir, mais je crois qu'on a des chambres à libérer, il y a des sessions en derrière. Je répète qu'à 8h10, il y a des personnes. Il fallait pas dire aussi. Donc, deux exemples. La rétro-ingénierie, je rappelle, c'est le chemin inverse. Comment, à partir d'un produit, remonter, disons, à toute la méthodologie de réalisation de ce produit, tout ce qui est dimensionnement, conception et fabrication. Mais le produit est contrôlé au départ, c'est donc l'ingénierie inverse. Et je qualifie de légal donc, pour dire que de la rétro-ingénierie qui ne doit pas violer les brevets, donc sans violation des brevets, et si possible une rétro-ingénierie intelligente, donc à l'aide de deux exemples, une chaudière et une unité de fabrication de lait. Donc la rétro-ingénierie, il faut la voir de façon intéressante en partenariat industrie-université, c'est-à-dire cette interaction université, donc savoir et savoir-faire. Comment, donc, à partir de l'industriel qui connaît bien le produit, qui connaît donc ses consignes d'utilisation, ses normes de sécurité, ses problèmes de maintenance, qui dispose de moyens de fabrication, qui connaît le marché, comment donc l'unité de recherche, le labo, l'université, donc peut contribuer dans ce sens par des modèles de calcul, de dimensionnement, pour assurer les normes, pour faire des simulations numériques donc, qui permettent d'optimiser rapidement les résultats, faire ce qu'on appelle de la conception assistée par la simulation, et effectivement on peut être plus ou moins intelligent, donc proposer des conceptions personnalisées du produit. Un exemple, pour finir, deux exemples rapides. Donc, les chaudières à tube de fumée, la conception étant plus ou moins classique, c'est un problème, donc un produit très utilisé dans l'industrie. L'industriel donc pose le problème. On peut donc, déterminer tout ce qui est modèle de calcul, de dimensionnement, donc suivre les normes, faire des calculs de résistance, si possible, avec des moyens maintenant qui sont très abordables, tout ce qui est élément fini, donc on vérifie résistance en contrainte, dilatation, etc. Et vraiment proposer une conception entièrement personnalisée. Le deuxième cas est le plus introduit, donc c'est le cas d'une unité de stérilisation de lait, UHT, ultra haute température. Actuellement, donc c'est le cœur, si vous voulez, d'une usine à fabrication de lait. Actuellement, les stérilisateurs qui sont constitués par une série d'échangeurs sont donc conçus avec des échangeurs à plaques. Les échangeurs, donc, dans la réalisation, la fabrication plus compliquée, coûteuse. Il s'agit donc de proposer, de refaire donc, une unité, une rétro-ingénierie, mais dans laquelle on va modifier ces ensembles d'échangeurs pour faire des échangeurs tubulaires qui sont donc constitués à partir de pièces de commerce, beaucoup plus faciles, simples et réalisables. Donc là, c'est l'étude, donc l'unité, qui permet, donc qui doit, donc à ce moment qu'il y a eu une maîtrise
intervenir pour maîtriser d'abord tous les paramètres du processus. Donc, faire tous les calculs de dimensionnement avec cette nouvelle conception, choisir les composants, donc respecter les normes, etc. Donc, une nouvelle conception entièrement personnalisée a été fournie avec des échangeurs tubulaires, dont l'exemple était montré ici, donc tubes à l'ordre soudés en inox avec des compensateurs de dilatation, une conception qui est tout à fait réalisable localement, ça c'est important. Vous pouvez tributer, si vous voulez, une technologie un petit peu en boîte noire, parfois même compact, sans pouvoir y intervenir, alors que là, toute cette technologie est démontrable. Donc, voilà. C'est des réflexions, des choses, comment la recherche appliquée pour constituer un champ de travail très vaste. Elle offre beaucoup d'opportunités. Ils ont des intérêts, des difficultés de l'environnement socio-économique, contribuer éventuellement à l'impulsion d'un développement technologique numérique. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Quelle petite question avant de passer, nous sommes déjà très en retard. Merci. Dans quel cadre ont été faits ces travaux de recherche avec l'industrie? Comment ont été financés? Des contrats, les premiers travaux, c'est des contrats, le financement, c'était pour l'équipement, les premiers équipements. Il y a des cas où on travaille avec la STEC, par exemple, ça, on a fait sans aucun. Puis il y a des études qui sont, s'il y a des thèses, par exemple, avec les qui sont faites des contrats également. Pas systématiquement, mais du convention. Pas tant ça, je dis, des travaux qu'on a fait par intérêt scientifique. Voilà, nous remercions le professeur de Secours de l'UNIT. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième présentation qui sera présidée par mon collègue Michel Dessart. Merci, Heshmi. Donc, comme cela a été dit hier par le président de l'Association tunisienne de mécanique, nous aurons aujourd'hui, dans ce qui reste de ces sessions plénières, deux intervenants industriels. Le premier de ces intervenants, c'est un intervenant industriel national tunisien et un autre qui nous vient d'Allemagne. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous M. Slim Rebel, qui est un industriel reconnu dans le secteur technique. Je pense que c'est de tradition familiale, puisqu'il est à la tête d'une grande entreprise familiale, donc de père en fils. Il est actuellement membre du bureau exécutif de l'UTICA, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, chargé des relations internationales et particulièrement des relations européennes. Et il était un des membres de la délégation qui représentait l'UTICA lors du dialogue national qui a eu lieu les derniers mois en Tunisie et qui continue aujourd'hui. Alors, Cécile, à vous la parole.